Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci d'avoir choisi la TV7. La coalition de la diaspora togolaise, préoccupée par la situation des prisonniers politiques, la fin de la mandature des députés à l'Assemblée nationale et la transition politique compte attirer l'attention de la délégation du PNUD en séjour à Lomé. Nous aurons dans ce journal les avis de M. Divan Kanga, juriste au sein du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Nous parlerons également cybersécurité, représentant un défi majeur pour le pays actuellement. Nous toucherons les initiatives qui se mettent en place pour améliorer la lutte menée à propos. À l'international, nous irons au Niger pour nous intéresser aux dernières actualités politiques. Une affaire d'évasion de l'ex-président est actuellement à la une dans le pays. Et puis hors du continent, en ce qui concerne la situation actuelle en Israël et à Hamas, le haut-commissaire des réfugiés, Filippo Grandi, met en garde contre l'escalade militaire. Selon lui, ce sera carrément une catastrophe. Voilà, c'était les titres de ce soir. Place au développement. Bienvenue à tous. Renforcer la gouvernance démocratique en Afrique, consolider la paix, l'état de droit, mais aussi le système de sécurité sur le continent sont entre autres les thématiques qui feront objet de réflexion à l'occasion du Lomé Peace and Security Forum. Promis, Pomegbe et Kofi Kligé nous donnent plus de précisions sur les objectifs de ce cadre de réflexion. De nombreux facteurs fragilisent les institutions en Afrique et mettent à mal la gouvernance démocratique, la consolidation de la paix et le renforcement de l'état de droit. De l'autre côté, l'on questionne le rôle des organisations régionales et internationales dans la consolidation de la stabilité, l'accompagnement des transitions politiques et la gestion des tensions qu'elles impliquent très souvent sur le continent. Face à l'émergence de nouvelles zones de tension, l'urgence sécuritaire due à la menace terroriste, la criminalité transnationale organisée et bien d'autres, il urge de trouver des solutions idoines et relever les défis liés à la consolidation de la paix et à la construction de la résilience collective en Afrique. La paix et la stabilité étant les aspirations profondes des peuples dans un monde de plus en plus violent, des initiatives se mettent en place dans la perspective de répondre à ces besoins sur le continent. Lomé Peace and Security Forum, LPSF, s'aligne sur ces différentes initiatives et se veut un espace de dialogue ouvert sur les défis politiques, sécuritaires et de développement du continent. Les participants à ce forum international dans la capitale togolaise devront proposer des solutions africaines adaptées aux problèmes locaux, le contexte étant marqué par l'instabilité politique généralisée, la menace terroriste sur le continent et particulièrement en Afrique de l'Ouest. L'on ne pourra s'empêcher de se demander si ceci constituera encore un forum de plus, mais surtout une opportunité pour Lomé de brandir à l'international son engagement pour la paix et la cohésion en Afrique, ou si les recommandations seront appliquées par tous en vue d'une gouvernance démocratique et la garantie de l'état de droit sur le continent. Nous vous le disons dans les titres, la situation des prisonniers politiques, la fin de la mandature des députés de l'Assemblée nationale et créer des conditions d'une bonne transition politique, telles sont les préoccupations sur lesquelles la coalition de la diaspora togolaise voudrait bien attirer l'attention de la délégation du PNUD en séjour à Lomé. Préoccupations exprimées à travers un communiqué. Les détails dans cet élément à travers la voix de Bernard Canvi. Une délégation du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD est en séjour à Lomé afin d'évaluer la situation socio-politique du pays. Des rencontres d'échange avec les acteurs politiques, y compris ceux de la société civile. Ainsi, dans un communiqué adressé à la mission par la coalition de diaspora togolaise Kodi Togo, cette dernière l'invite à mettre sur la table de discussion le cas des prisonniers politiques. Elle compte aussi attirer l'attention de la mission sur la fin imminente de la législature actuelle, sans oublier de créer les conditions d'une bonne transition politique devant conduire à l'organisation des prochaines élections. Il y a des points sur lesquels il y a quand même des avancées. On note une certaine volonté politique. Des questions comme les droits des femmes, l'accès à la santé, malgré tout ce qu'on peut relever comme défi. Par contre, il y a aussi des points qui demeurent des points de préoccupation pour la société civile, des points de préoccupation pour les acteurs des droits de l'homme. Et l'un de ces points les plus épineux, c'est la question de l'espace civique. Sur d'autres
d'autres points aussi, comme la question des conditions de détention, comme la question des arrestations et détentions qui, dans certains cas, s'avèrent être arbitraires parce qu'un certain nombre de procédures n'ont pas été respectées. Un certain nombre de facteurs aussi viennent rentrer en question. Par exemple, au cas de M. Aziz Goma, j'ai suivi dernièrement un avis que le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires a rendu, estimant que sa détention est arbitraire. Et au regard de l'actualité sociopolitique dans notre pays, on a quand même des raisons de penser qu'il y a encore des efforts que nous pouvons faire pour avoir un espace civique plus ouvert qui permette aux acteurs politiques, qui permettent aux acteurs de la société civile de mener leurs actions. Même si des avancées sont faites, selon les acteurs des droits de l'homme, des efforts restent à fournir afin d'avoir un espace civique plus ouvert. La justice togolaise s'est prononcée sur l'affaire de l'opposant, le maire de la commune du Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, et le journaliste Bonero Lawson. Le journaliste a écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 500 000 francs CFA. Les détails dans ce récit de Kofi Kligé. 3 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA. C'est le verdict prononcé ce jeudi contre M. Bonero Bitsum Lawson, journaliste et directeur de publication du journal La Nouvelle. Depuis février 2023, le maire de la commune Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, estimait que le journaliste l'avait dans son viseur. Il en voulait pour preuve ses régulières publications sur les réseaux sociaux, des articles dont le seul but semblait être porter atteinte à son honneur, son image et à sa réputation. C'est ainsi que le maire avait déposé une plainte contre le journaliste à la justice de Lomé pour diffamation et de fausses allégations selon lesquelles le maire et opposant au régime joue un rôle trouble en se mettant en connivence avec le régime qu'il prétend combattre. Après des mois d'attente, le procès a connu une issue ce jeudi avec ce verdict. Monsieur Bonero Bitsum Lawson, directeur de publication du journal La Nouvelle, est condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 d'amende. Contacté par la rédaction de la TV7, aucune suite n'a encore été favorable, ni du condamné, ni du gagnant du procès. La cybersécurité reste un réel défi, surtout en raison du manque d'intérêt et de sensibilité, mais aussi de la difficulté à identifier les cybercriminels. Plusieurs initiatives se mettent en place pour améliorer la lutte. Promise Koumébé et Kofi Kligé nous en parlent dans ce reportage. L'Afrique de l'Ouest connaît une forte croissance numérique. Elle est aussi exposée aux cybermenaces. Celles-ci concernent les escroqueries en ligne, l'extorsion numérique, les escroqueries aux faux ordres de virement, les rançongiciels et les botnets, avec pour objectif de soutirer de l'argent, des informations personnelles ou de perturber le fonctionnement des services essentiels. Les pays africains sont particulièrement vulnérables à la cybercriminalité en raison de la faiblesse des infrastructures, du manque de compétences et de l'absence de sensibilisation des entreprises et des usagers. Une étude de PVC a révélé que la cybersécurité n'est pas encore une priorité absolue pour la plupart des entreprises africaines. Plus de 90% d'entre elles opèrent sans utiliser les protocoles de cybersécurité nécessaires. Face à ce constat, il est indispensable de mettre en place un cadre de cybersécurité solide et adapté au contexte africain. Cela implique le renforcement des capacités des services chargés de l'application de la loi, le développement des compétences des professionnels et des citoyens, la sensibilisation des acteurs publics et privés aux risques cyberattaques. La cybersécurité est donc un facteur indispensable pour une transformation numérique durable et efficace en Afrique occidentale. Les pays de la sous-région ont le potentiel de devenir un acteur majeur du numérique à condition de se doter d'une stratégie globale et coordonnée de cybersécurité. L'atmosphère sécuritaire dont jouit le Togo connaît des perturbations ces dernières années. La ville de Lomé et ses environs connaissent une insécurité de plus en plus grandissante avec des cambriolages, des vols armés et autres. Même si la police arrive à démanteler les réseaux de criminels, cette insécurité hante toujours la population. L'insécurité sans cesse grandissante dans les quartiers de Lomé crée une véritable psychose au sein de la population. Des braquages, des cambriolages, entre autres, sont signalés chaque jour et inquiètent plus d'un. Presque chaque semaine, la police nationale démantèle des réseaux de malfrats qui troublent la quiétude des citoyens et les présentent à la presse. Certains Togolais approuvent la performance des forces de l'ordre dans cette lutte contre la criminalité.
Nous ne pouvons pas dire qu'ils ne font pas du bon travail. Nous apprécions bien ce que la police fait pour la sécurité dans la ville. Qu'ils continuent et ne jamais baisser les bras. Les démantèlements des réseaux de criminels que mène la police sont à apprécier. Mais moi, je demande aux autorités de placer des caméras de surveillance partout dans la ville. Cela va également décourager les voleurs. Même si la population face à la situation incite la police à poursuivre sa mission, la peur d'être la prochaine victime d'un cambriolage, de vol ou d'une agression hante la majorité des citadins. Pour certains, c'est le chômage et les difficultés économiques qui incitent les jeunes à prendre ce chemin. Le chômage aussi est à la base de cette insécurité. Les jeunes ont des ambitions et des projets, mais ils n'ont pas les moyens pour les réaliser. S'il y avait du travail pour tous ces jeunes, la criminalité va diminuer. Certains sont devenus des voleurs parce qu'ils n'ont pas de soutien. La solution pour beaucoup d'entre eux, c'est d'aller voler. Nous encourageons la police à continuer de les interpeller. Face à la situation, il est important que les autorités mettent un accent sur la police de proximité et doivent davantage se rapprocher de la population à travers un maillage plus serré du territoire. Société à présent, si les autorités togolaises sont arrivées à faire intégrer le port des casques dans le quotidien des Togolais, ceux-ci se retrouvent avec quelques difficultés. En l'occurrence, cette situation où les admins se retrouvent au final dépossédés par l'oubli du casque proposé aux clients. On écoute les avis sur le sujet avec ce reportage. Suite à la résolution rendant le port de casque obligatoire tant pour les conducteurs de taxi-moto que pour leurs passagers, une descente effectuée sur le terrain a permis de constater que cette habitude s'est intégrée dans le quotidien de la population togolaise. Toutes les mesures sont prises pour le respect de la disposition, s'agissant des casques individuels tenus par les passagers eux-mêmes ou de ceux proposés par les conducteurs de taxi-moto. Quant à ceux proposés, certains passagers s'opposent à leur port, soit les acceptent, mais les enlèvent par après. Ça m'arrive parfois, certains passagers refusent de porter les casques que nous leur proposons. Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je refuse de prendre le passager. Parfois, si on porte les passagers, et bon, arrivé à un moment, si tu vérifies si le passager a porté le casque, non, il a laissé le casque soit au niveau de la cuisse ou bien, bon, moi, je m'arrête carrément et je descends le passager, il n'a qu'à descendre. Quand les policiers nous arrêtent en ce cas-là, c'est nous qui sommes les coupables. Le problème qui se pose à présent, c'est l'oubli des casques appartenant aux conducteurs auprès des passagers. Dans l'incapacité de les rendre aux conducteurs par manque de coordonnées, les passagers les abandonnent n'importe où. Pour remédier à ce problème qui tente à prendre de l'ampleur, il ne sera pas surprenant qu'on se retrouve en circulation avec des casques portant des numéros de téléphone ou des adresses dans les jours à venir, ou que des conducteurs exigent que le passager utilise son propre casque. Nous ouvrons la page internationale avec un offre en début pour parler santé. Au Burkina Faso, la dengue continue de faire rage à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Seulement du 9 au 15 octobre, 10 117 cas ont été signalés, dont 4 377 cas probables et 48 décès. Le gouvernement a fait savoir jeudi que la maladie a déjà coûté la vie à 214 personnes depuis le début de cette année. Il faut rappeler, la dengue est transmise par les moustiques. Pour faire face à cette dernière, des tests de dépistage rapides ont été rendus gratuits dans les 2 villes les plus concernées, en plus d'une campagne de pulvérisation de produits anti-moustiques. L'actualité politique au Niger traite de l'évolution de la situation depuis le coup d'État militaire du 26 juillet dernier. Selon cette dernière, Mohamed Bazoum, l'ex-président déchu et gardé en résidence surveillée, aurait tenté de s'évader. Comment cela devrait-il se passer et quelle était l'intention derrière? Nous retrouvons les détails dans ce reportage. Mohamed Bazoum a tenté, selon les autorités nigériennes, de s'évader du lieu où il est retenu depuis son renversement le 26 juillet dernier.
Selon une déclaration lue à la télévision nationale jeudi soir, l'ancien président aurait tenté de fuir avec sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité. Le plan d'évasion, ajoute le communiqué, devait d'abord l'emmener dans une planque en périphérie de Niamey avant d'emprunter des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Rattrapés par l'armée, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Les militaires annoncent l'ouverture d'une enquête. Nos adversaires le craignent. En résidence surveillée, le 18 septembre dernier, le président déchu Mohamed Bazoum avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. La décision de cette cour est toujours attendue. En attendant, le pays reste frappé par de lourdes sanctions économiques imposées par ses voisins en représailles à la prise du pouvoir par les militaires. Élection présidentielle en RDC, selon une liste rendue publique ce vendredi, 24 candidatures sont recevables pour l'heure. Toutefois, il reste à examiner. Et quant à la disponibilité de la liste définitive, elle est prévue pour le 18 novembre. Parmi ces candidatures, pour rappel, l'on peut voir le président sortant Félix Tshisekedi qui va s'opposer à des figures comme Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga, Adolphe Mizito et Augustin Matata Pognon, entre autres. Nous poursuivons toujours avec les élections présidentielles, mais cette fois-ci au Libéria. Après les résultats des élections qui ont donné 43,5% de voix au principal opposant Joseph Boaké et 43,8% au président sortant Georges Weah, l'opposant prépare en second tour en faisant la cour au petit parti. On en découvre un peu plus dans ce reportage. Le principal candidat de l'opposition au Libéria, Joseph Boakai, fait la cour au petit parti avant un probable second tour contre le président sortant Georges Weah. Les résultats provisoires de 99,5% des 5890 bureaux de vote montrent que les 2 candidats restent au coude à coude après les élections du 10 octobre. Weah est actuellement crédité de 43,8% des voix et Boakai de 43,5%. Boakai a promis que s'il était élu président, il formerait un gouvernement d'inclusion qui reflète véritablement la diversité politique, sociale et religieuse des citoyens. Le président Weah n'a pas encore commenté les résultats provisoires, mais la coalition pour le changement démocratique, son parti au pouvoir, s'était précédemment engagée à accepter les résultats définitifs. Cette élection est la première organisée sans la présence de la mission des Nations Unies au Libéria, créée en 2003 pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250 000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir reste vivace. Face à l'extrême violence que subissent les civils en Somalie de la part des groupes islamistes des Chebab et qui s'est accentuée il y a 6 ans, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète. Le sujet a fait objet de réflexion en Conseil des ministres. Le point dans cet élément. L'émissaire du chef de l'ONU pour la Somalie s'est alarmé jeudi des violences contre les civils dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Catherine Onalang a attribué ces violences aux attaques des Chebab, mais aussi au conflit à Lascanoe en République du Somaliland. Les conflits en Somalie continuent de faire beaucoup de victimes parmi les civils. L'année dernière, nous avons constaté la plus forte augmentation du nombre de victimes civiles depuis 2017. Malheureusement, les premières données indiquent une tendance similaire en 2023. Avec 1289 victimes enregistrées à ce jour. Cela est en partie attribuable aux attaques d'Al-Shabaab, mais aussi au conflit à Lascanoe. Le chef de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a appelé à un retrait ordonné de cette mission créée en 2012 pour combattre cette insurrection. Il est essentiel que le retrait des troupes de l'ATMIS soit éclairé et guidé par une évaluation attentive de la situation sécuritaire actuelle et à la capacité des forces de sécurité somaliennes. Et cela doit permettre d'utiliser le fonds de stabilité de la Somalie avec la puissance de feu nécessaire pour assumer les responsabilités sécuritaires, tout en entreprenant également une offensive contre les Chebab. Dans ce contexte, ce Conseil devrait en novembre envisager de lever l'embargo actuel sur les armes en Somalie.
Chassés des principales villes de Somalie en 2011 et 2012, les Chebabs restent implantés dans de vastes zones rurales dans le centre et le sud du pays. Nous parlons à présent de la situation entre l'Israël et le Hamas dans les rues d'Alger. Pour la première fois, on pouvait voir hier, jeudi, des manifestants exprimer leur soutien au peuple palestinien. Pour compatir, toute autre manifestation culturelle est suspendue dans le pays. Pour le moment, retour en images sur les événements. L'Algérie a autorisé jeudi pour la première fois des manifestations. Ils étaient des centaines de personnes à manifester à Alger, certains marchant sur près de 5 kilomètres dans la capitale et dans tout le pays en solidarité avec les Palestiniens pour dénoncer la guerre meurtrière entre l'État israélien et le mouvement islamiste Hamas. Évidemment, le peuple palestinien et le peuple algérien sont du même sang, parlent d'une même voix, que ce soit les dirigeants ou le peuple. L'Algérie a toujours été avec la cause palestinienne. Non au meurtre des enfants, des femmes et des civils. Où sont les droits de l'homme, pouvait-on lire sur les banderoles. D'autres demandaient le renvoi de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie. Des drapeaux palestiniens ont été accrochés partout dans la capitale Alger aux côtés de drapeaux algériens. Il est clair qu'il y a un soutien officiel de l'Algérie qui a toujours été avec la Palestine et ce qui se passe aujourd'hui est un soutien populaire pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Nous devons tous sortir et nous exprimer sur les massacres collectifs qui ont lieu en Palestine et nous ne pouvons pas rester silencieux. En soutien à la Palestine, l'Algérie a annulé toutes les manifestations culturelles, y compris les festivités du 1er novembre, date du déclenchement de la révolution algérienne. Et parlons justement du conflit israélo-palestinien. Ce vendredi, le haut-commissaire des réfugiés a fait savoir que l'escalade militaire sera catastrophique pour les habitants de Gaza. C'était à Tokyo lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Alors que les troupes israéliennes se préparent à une offensive terrestre sur Gaza, l'ONU avertit sur les conséquences de cette action pour les civils. D'autant plus que la région est sous tension après des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah qui ont fait une vingtaine de morts côté libanais. Je peux vous dire avec certitude que toute nouvelle escalade ou même poursuite des activités militaires sera tout simplement catastrophique pour la population de Gaza. Le Liban est lui-même plongé dans une crise politique et économique très profonde. Si le pays devait être impliqué dans cette guerre, les conséquences humanitaires seraient incalculables. Alors que les bombardements dans la bande de Gaza ont fait près de 4000 morts, des dizaines de camions remplis d'aide humanitaire et médicale attendent à la frontière égyptienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'y est d'ailleurs rendu ce vendredi pour demander un passage rapide de l'aide vers Gaza. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.